BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a accordé depuis sa création plus de 270 milliards de francs CFA au secteur privé ivoirien. Des unités industrielles qui ont bénéficié de cet appui font désormais la fierté du tissu industriel ivoirien. L'impact économique de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a dominé les débats lors du sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir dans la capitale ghanéenne. Outre cette épidémie, les chefs d'État ouest-africains se préoccupent également de la situation sociopolitique dans la sous-région, notamment au Burkina Faso. Les camions chargés de régime de palme qui arrivent constamment à l'usine d'Ekel Oil doivent passer au contrôle de qualité avant de débarquer leur cargaison. Dans cette unité implantée à Yenouan, dans la zone d'Aboisseau au sud-est de la Côte d'Ivoire, à une centaine de kilomètres d'Abidjan, la transformation de l'huile de palme est la principale activité. L'établissement, qui a une capacité de production de 60 000 tonnes par jour, a démarré ses activités en juin 2014. Les différentes étapes de notre process consistent premièrement à l'apaiser de la matière première, des régimes qui nous viennent des plantations villageoises et plantations industrielles. Ensuite, il y a la réception. Nous recevons le contenu de nos chargements qui sont des régimes. Après la réception, il y a le conditionnement. Nous mettons ces régimes dans des cages de 10 tonnes chacune et nous les associons par 4 pour former des trains. Et ces trains, nous les stérilisons dans des stérilisateurs. Donc c'est à ce niveau, c'est le conditionnement. Et les régimes sont stérilisés en état. Et après donc la stérilisation, nous envoyons les régimes à notre étape qui est le grappage. La société d'Ekel Oil est venue pour combler un vide qu'on avait dans les zones de production de palmiers à huile. En ce sens que pendant le pic de production, il y a beaucoup de régimes de planteurs qui pourrissaient. Alors, donc nous nous sommes installés et nous nous sommes appuyés sur 3 volets. Le premier volet, c'est l'installation d'une pépinière moderne qui permet donc aux planteurs de s'approvisionner et en même temps à la société d'Ekel Oil de créer des plantations propres en partenariat avec les propriétaires terriens. Le deuxième volet, c'est la création des plantations propres à Ekel Oil. Et le troisième volet, c'est l'usine que nous avons construite pour transformer les régimes en provenance des plantations industrielles et des plantations villageoises. D'Ekel Oil, ou palmier à huile en hébreu, est une entreprise privée créée par des investisseurs israéliens et ivoiriens. L'investissement représente près de 18 milliards de francs CFA, dont plus de 4 milliards accordés par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Nous avons donc sollicité et obtenu un financement de la BOAD qui nous a permis donc de créer des plantations. À ce jour, la société d'Ekel Oil dispose de 2000 hectares de plantations industrielles et la construction d'une usine ultramoderne avec une capacité de 60 tonnes heure pour le traitement des régimes. Nous avons élaboré notre programme de construction de l'usine, de développement de notre société. Nous avons été régulièrement appuyés par l'institution, ce qui nous a permis de suivre le chronogramme établi et le résultat est là. Nous avons pu construire l'usine à temps et cette usine fonctionne depuis le mois de mars. Nous en sommes très satisfaits. D'Ekel Oil dispose d'une unité de transformation, mais aussi d'une plantation industrielle et d'une pépinière. Grâce à la technique d'arrosage du goutte à goutte, l'entreprise a révolutionné la production de plants et doublé la production de régimes de palme dans sa plantation expérimentale. Les plants séjournent ici à peu près 2 mois. Après 2 mois, nous les sortons des alvéoles, des plateaux germois si vous voulez, et nous les mettons dans les sachets. Des sachets dont quelques exemplaires sont là et que vous pouvez même voir. Nous les transplantons, nous les acclimatons pendant environ 2 semaines et d'ici maintenant, nous les sortons dehors, ce qu'on appelle le champ ouvert. Nous disposons donc
les plants en sachet là-bas sur le terrain et c'est là-bas que nous apportons la technique d'arrosage au goutte à goutte. C'est un système assez révolutionnaire car il permet de sortir les plants plantables à partir de 6 mois. Depuis le germoir, 2 mois et sur le terrain, en champ ouvert, 4 mois. Nous avons déjà cumulé ici des plantations qui a même pas encore 4 ans, de quantités extraordinaires, qu'il a tout simplement 1 hectare et demi. Nous avons fait déjà plus que 20 tonnes. On n'a pas encore fini l'année de la récolte. Ça veut dire, si on compare ça avec des plantations non irriguées, vous allez trouver entre 8 et 10 tonnes. C'est-à-dire, l'irrigation peut doubler les rendements de la plantation. Et ça, c'est très bien pour l'industriel, parce que ce qu'il cherche, il cherche des productions étalées pendant toute l'année, et pas cumulées en 2 points, 2 pics de production, ce qui ça ne les servait pas. L'introduction du goutte à goutte et du système d'arrosage par aspersion ont complètement révolutionné la production de plants. Aujourd'hui, de nombreux planteurs ivoiriens qui avaient des difficultés pour s'approvisionner en matériel végétal de qualité se ravitaillent auprès de Dekel Oil, dont la capacité de production est de 1 200 000 plants par an. Hormis les planteurs, l'investissement a permis de créer des emplois, notamment dans la région. Avant, on s'est débrouillé dans le village là-bas un peu. Mais depuis la pépinière est venue, ça, on a commencé à avancer un peu. Commencé à faire les travaux qu'on n'avait jamais fait. On a commencé à s'arranger un peu, si on veut bien voir. C'est que notre vie d'aujourd'hui n'est plus comme la vie de la fois passée. Avant, j'étais chauffeur. Je faisais le transport à Bosso, à Abidjan. Actuellement, quand l'usine est implantée, j'ai vu ça peut me rapporter un peu du bien. Quand tu es embauché, quand tu travailles dans une société embauchée, ça fait du bien plus que le transport. Le transport, de fois, ça ne marche pas. Or, ici, à la fin du mois, tu as ton argent, c'est propre. Pas de problème. Dekel Oil est un exemple des interventions de la BOAD dans le secteur privé en Côte d'Ivoire. Depuis la création de cette banque régionale, près de 276 milliards de francs CFA ont été consacrés au développement du secteur privé ivoirien. Dekel Oil fait partie des success stories. Dekel Oil, effectivement, c'est un complexe agro-industriel que nous avons financé dans les années 2008 pour un montant nous l'avons cofinancé pour un montant d'à peu près 4 milliards et demi. C'est une opération qui a été aussi exécutée dans les règles de l'art et l'exploitation a été lancée en juin dernier, donc juin 2014. J'avoue que c'est une opération qui se déroule normalement également. La spécificité de ce projet, c'est qu'il concerne véritablement la transformation de nos produits agricoles. Et ça, c'est quand même un challenge très très important dans notre zone, à la mesure où on a constaté que l'essentiel de la production agricole est exporté de façon brute, ce qui ne permet pas à nos pays, n'est-ce pas, de profiter de toute la valeur ajoutée qui pouvait effectivement être capitalisée dans notre zone. Et ça, vraiment, nous nous en félicitons et j'avoue que la BOAD est tout à fait disposée à accompagner d'autres opérations qui s'inscrivent dans ce secteur-là parce que c'est ça l'avenir de l'Afrique. Il faut transformer les produits agricoles. La Côte d'Ivoire représente à elle seule près de 18% des 3 000 milliards investis par la BOAD dans les 8 pays de l'UEMOA, soit plus de 500 milliards de francs CFA. Son secteur privé représente 52% de ce montant. Dans la zone industrielle de Yopougon, la banlieue populaire d'Abidjan, les fours d'une autre unité industrielle tournent en plein régime. Les aciéries de Côte d'Ivoire, première unité de transformation de la ferraille en Afrique de l'Ouest, produisent aujourd'hui plus de 250 tonnes de fer par jour. Nous avons des fours à induction. Les grands fours ont une capacité de 15 tonnes par coulée et les petits fours ont une capacité de 6 tonnes par coulée. En général, une coulée dure de
120 à 135 minutes en fonction du type de ferraille que nous avons. Avec cette ferraille-là, nous produisons en général aujourd'hui avec le 2 fours combinés de 230 à 250 tonnes par jour, ce qui nous fait une production mensuelle de l'ordre de 6500 à 6800 tonnes le mois. On a sollicité les banques pour un concours à hauteur de 10 milliards avec une participation du groupe de l'ordre de 8 milliards. Sur ces 10 milliards qui ont été sollicités, le concours des banques, la BOAD a bien voulu nous accompagner avec 45% de ce besoin et avec une durée de remboursement assez longue qui nous a permis de réaliser dans de bonnes conditions cet investissement. D'autre part, la BOAD nous a aussi accompagnés dans un projet d'extraction de fumée, parce que vous savez, avec cette activité, on génère pas mal de fumée, et la BOAD a bien voulu nous accompagner avec un don de l'ordre de 300 millions qu'on a investi pour l'extraction et le traitement de fumée, et qui va arriver qu'on arrive à la mise en place fin de l'année. Cette unité industrielle qui appartient au groupe Eurofine a également bénéficié du concours financier de la Banque régionale à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Les aciéries à travers la Sotaci détiennent actuellement plus de 80% des marchés de fer à béton utilisés en Côte d'Ivoire. Presque tous les chantiers de l'État ivoirien sont fournis en fer à béton par cette unité industrielle. Les clients se disent satisfaits de la qualité de la ferraille. L'acier est de qualité parce qu'elle répond à toutes les normes internationales en vigueur. C'est pourquoi nous les utilisons sur tous nos chantiers, les chantiers que je viens de citer. La preuve en est, vous voyez, et jusque-là, nous n'avons pas de soucis. La création de cette unité industrielle a permis aux entreprises évoluant dans le secteur des BTP de trouver sur le marché local une gamme de produits sidérurgiques faisant souvent l'objet d'importations. Pour le représentant de la BOAD, cet investissement est aussi une réussite. Nous avons mis un financement de 4 milliards et demi, c'était dans les années 2008. Le projet a été réalisé de façon très satisfaisante pour la BOAD. L'exploitation a été lancée et aujourd'hui, j'avoue que c'est une opération qui se déroule normalement. Les échéances de la BOAD, parce que là aussi c'est important, les échéances de la BOAD se remboursent vraiment à notre satisfaction. Donc ça, c'est une opération, j'allais dire, qui a été réalisée dans les règles de l'art. Avec une croissance de 9% en 2014, la Côte d'Ivoire détient le secteur privé le plus dynamique de la zone UEMOA. Avec l'ambition affichée des autorités ivoiriennes de faire de leur pays un pays émergent à l'horizon 2020, le secteur privé local a encore un rôle déterminant à jouer dans ce processus. Il pourra, comme par le passé, compter sur la disponibilité de la BOAD pour participer à réaliser cette émergence tant souhaitée par les Ivoiriens. L'épidémie à virus Ebola qui sévit dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest est la plus grave et la plus grande urgence sanitaire de ces derniers temps. Un récent rapport de la Banque mondiale estime l'impact économique global entre 3,8 et 32 milliards de dollars selon l'étendue de l'épidémie et les capacités mises en place pour la contenir. La croissance du PIB de la Guinée a enregistré une baisse en passant de 4,5 à 2,4%. Pour le Libéria et la Sierra Leone, les prévisions de croissance du PIB sont passées de 5,9 à 2,5% et de 11,3 à 8% respectivement. Certains secteurs comme la santé, l'agriculture, les services, l'éducation, la paix et la sécurité humaine ont été fortement affectés. Le dernier rapport de l'OMS en date du 5 novembre fait état de plus de 13 000 cas confirmés, probables et suspects, et un total de 4 922 décès. Cette situation est variable selon les pays, comme vous l'avez remarqué. Nous avons plus de cas actuellement au niveau du Libéria, un peu moins au niveau de la Sierra Leone et encore moins au niveau de la Guinée. Mais en termes de létalité, c'est-à-dire des décès,
la présentation avait montré qu'il y avait plus de cas de décès en Guinée comparativement au nombre, ce qui a apporté à presque 60% des cas de létalité, et les cas moindres des décès sont enregistrés au niveau de la Sierra Leone. Nous avons également 2 pays qui ont été déclarés actuellement libres d'Ebola, c'est le cas du Sénégal et c'est le cas du Nigeria. Et nous suivons maintenant le cas du Mali, qui avait enregistré un cas, qui est décédé malheureusement, et donc tous les cas contacts sont actuellement sous surveillance. Il y a beaucoup de malades qui étaient malades d'Ebola, mais qui s'en sont sortis à cause de la protection, mais aussi de toutes les précautions qui ont été prises pour que ces malades soient isolés, traités et qu'on puisse lutter contre les symptômes des maladies pour ne pas favoriser la transmission et les cas de mortalité. Et sur le terrain aussi, tout ce qui est sensibilisation, éducation aux populations, aussi formation des médecins, formation du personnel d'appui a été fait pour que ces pays puissent rapidement avoir des ressources humaines de qualité pour faire face à leurs plans nationaux de riposte. Et au niveau de la CEDEAO, bien sûr, ce qui est le plus important, c'est d'assurer la coordination en termes de stratégie et de toujours inviter les partenaires à se poser des questions ensemble sur les approches qu'on doit privilégier pour lutter contre la maladie et d'être en avant sur les propositions de solutions au niveau des nations, mais aussi au niveau sous-régional. Afin de renforcer la lutte contre la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont tenu le 6 novembre à Accra, en République du Ghana, une session extraordinaire sous la présidence de John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO. Le sommet s'est fortement préoccupé de l'impact négatif de la maladie à virus Ebola sur les économies des pays directement affectés, la sécurité humaine et la situation sociale et humanitaire de la région. When we speak of 13,567 reported cases of Ebola, quand on parle de 13 567 cas déclarés d'Ebola, nous parlons de 13 567 vies humaines. Nous parlons également de ce nombre incalculable de vies humaines qui viennent s'ajouter à ces personnes dans leur famille, leur communauté. Nous parlons aussi de tous ceux qui sont susceptibles d'avoir été en contact avec ces 13 567 cas. Parmi eux, il y a les agents de santé, les enseignants, les amis, les étrangers, ceux qui sont à l'école, les brancardiers, les mosquées et autres lieux de culte, les avions et bus, ceux qui se rendent au marché, aux funérailles et aux mariages. Il se peut que nous soyons tous affectés sans le savoir par ce virus mortel. Donc nous sommes réunis ici, non pas seulement en tant que chefs d'État ou représentants de nos pays ou organisations, mais en tant qu'êtres humains essayant d'apporter une réponse aux cris de détresse lancés par d'autres êtres humains. Lors de ce sommet qui a enregistré la présence de 8 chefs d'État, ces derniers ont réaffirmé leur ferme détermination à poursuivre dans la solidarité et la coordination leurs efforts dans la lutte résolue contre la maladie à virus Ebola. Pour assurer l'efficacité de tous les efforts déployés, la conférence a désigné le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, pour superviser le processus de riposte et d'éradication de la maladie à virus Ebola. Plusieurs recommandations ont été formulées en direction des États membres, de la Commission de la CEDEAO et de la communauté internationale. Et des recommandations extrêmement importantes ont été prises. D'abord pour ne pas isoler les pays qui sont victimes de cette pandémie, isoler la maladie, c'est ça la formule, et non pas isoler les pays, donc éviter les mesures de fermeture des frontières. Nous avons également prévu d'organiser davantage la solidarité au niveau de l'ensemble de la communauté internationale, puisque cette pandémie n'a pas de frontières, et il a été recommandé également qu'au niveau de chaque pays, des mesures soient prises, des mesures préventives soient prises. Les chefs d'État ont renforcé leur coordination. Ils ont décidé des mesures qu'ils doivent mener au niveau national, au niveau des institutions de la CEDEAO, mais aussi lancer un appel aux partenaires au développement pour un appui plus conséquent à leurs efforts, mais surtout aussi pour la recherche de vaccins et de thérapeutiques, et aussi accroître les efforts de recherche
au niveau de la région. Donc je pense que nous avons donc là une feuille de route que nous nous attellerons à mettre en œuvre pour la victoire de notre région contre cette terrible maladie. Le sommet s'est par ailleurs félicité des contributions déjà versées au Fonds régional de solidarité de la CEDEAO pour la lutte contre Ebola par certains États membres, en l'occurrence le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone, et a invité tous les autres États à honorer leurs engagements vis-à-vis de ce fonds. La communauté internationale et le secteur privé sont également appelés à contribuer au fonds. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a à cette occasion remis un chèque d'1 500 000 $ par le biais de son président en exercice, Yahi Boni, en faveur de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Pour exprimer la solidarité de notre Union à l'endroit, disons, des pays qui aujourd'hui sont victimes de cette pandémie, et je crois que nos résolutions, les résolutions que nous venons de prendre aujourd'hui, constitue, si besoin, était encore notre volonté vraiment d'organiser une réponse appropriée pour mettre fin à cette pandémie. Énormément de choses ont été faites, d'abord dans les pays infestés, mais aussi dans des pays limitrophes où des efforts ont été notés et salués, notamment pour le cas du Sénégal, du Nigeria. Nous avons, nous, Sénégal, en tout cas, comme la plupart des pays, décidé de mettre une contribution. Le Sénégal va déjà donner $1 million pour le fonds de solidarité pour la lutte contre Ebola au niveau de la CEDEAO. Et nous allons progressivement lever les restrictions sur la circulation au niveau des frontières, mais tout en maintenant quand même les contrôles sanitaires à l'entrée. Et bon, nous avons lancé un appel à la coopération internationale pour que vraiment les moyens soient effectivement levés et surtout que les pays affectés soient directement appuyés. Outre la maladie à virus Ebola, les chefs d'État ont, lors de ce sommet extraordinaire, examiné la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso suite au départ forcé du président Blaise Compaoré. Afin de faciliter le dialogue politique, les chefs d'État du Ghana, du Nigeria et du Sénégal s'étaient rendus au Burkina Faso la veille du sommet. La conférence a décidé de mettre en place un groupe de contact présidé par le président Macky Sall et appuyé par le président en exercice de la conférence, John Dramani Mahama. Concernant la situation au Burkina, le sommet a validé les conclusions de la réunion que les 3 chefs d'État, à savoir le président en exercice, le président de la République du Ghana, le président de la République fédérale du Nigeria et le président de la République du Sénégal, ont mené à Ouagadougou avec les forces vives du Burkina Faso, afin de trouver un schéma de transition qui soit acceptable par l'ensemble de la population burkinabé et qui soit aussi conforme aux normes et principes démocratiques des organisations internationales qui y sont allées, à savoir les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine. Ils décident de créer donc un groupe de contact au niveau présidentiel, conduit par le président Macky Sall, pour continuer à accompagner les forces vives du Burkina Faso pour trouver une transition apaisée et conforme aux normes constitutionnelles et acceptable par toute la communauté internationale. Ils ont redit, comme vous l'avez dit, leur gratitude aux militaires burkinabés, aux forces armées nationales du Burkina, non seulement pour leur attitude proactive dans le maintien de la paix, mais aussi pour avoir accepté de faciliter une transition dirigée par un civil. On a travaillé dans ce sens d'engager tous les parties prenantes, les encourager de s'engager dans un dialogue qui va aboutir à une transition apaisée dirigée par un civil. Et nous trouvons vraiment qu'ils ont tous conscience de la nécessité de travailler ensemble pour que très rapidement le Burkina peut, n'est-ce pas, aller vers une transition rapide dans un délai court pour un rétablissement de la vie constitutionnelle normale.
Les chefs d'État et de gouvernement veulent être informés de la suite de l'évolution de la situation au Burkina Faso et ils prendront au besoin d'autres décisions. La conférence encourage les 3 organisations, Nations Unies, Union africaine et CEDEAO, qui avaient entrepris une mission conjointe à poursuivre leurs efforts de coordination en vue de garantir le succès de la transition. Dans cette perspective, elle a lancé un appel à la communauté internationale et aux partenaires afin qu'ils n'imposent pas de sanctions au Burkina Faso, compte tenu des efforts en cours au niveau de la région.